Bonjour à tous, bienvenue chez JDR Factory. Salut Romain. Salut Farid. Salut Matt. Salut Edouard. Salut Edouard, salut Matt. 11e, on en est à la 11e émission. On va aborder encore un nouveau jeu de rôle. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager pour faire connaître notre émission et partager toutes les connaissances autour de ces différents produits jeux de rôle. Générique. La petite histoire du jeu de rôle, 11e émission, et on va aborder aujourd'hui avec Romain Bushido, le premier jeu de rôle qui fait référence au Nippon, au Japon médiéval. Alors Bushido, moi je l'ai découvert très tôt, j'étais au lycée en seconde, et en fait c'est le premier jeu. Ce premier jeu, j'avais touché à Donjons et Dragons, à D&D, j'avais touché à JRTM, etc. Et c'est le premier jeu dans lequel je me suis investi vraiment. J'ai fait beaucoup de recherches sur le Japon médiéval. J'ai même créé un dictionnaire franco-japonais pour m'y retrouver, pour crâner auprès de mes joueurs. Et je trouvais qu'à l'époque, ce jeu prêtait vraiment à ça, à faire des recherches. Ce travail spécifique de maître de jeu, dont on peut parler 2 secondes, le maître de jeu quand même, le gars, il dit ouais, « J'invite mes potes samedi soir, je vais les faire jouer. » Les mecs, ils arrivent, ils mangent les pizzas, les chips, ils mettent les pieds sous la table. D'ailleurs, il y en a certains, ils sont juste là. « Ah, pardon, ah oui, je dois jeter les dés, ok. Ah, super, j'ai fait 0,1 ou 100. » Et pendant ce temps-là, le MJ, toute la semaine, voire plus le mois avant, il a préparé... C'était mon cas un peu à l'époque. Hein. Tout le mois avant, il a préparé la partie. C'est pas ingrat comme... Ah, ça peut l'être. Mais Bushido, la voix du guerrier, donc, littéralement, Bushi étant un synonyme de samouraï, eh bien, c'est un jeu qui, justement, propose une immersion, une expérience immersive, qui est la première de l'histoire du jeu de rôle dans le domaine du Japon médiéval, on va dire, enfin le Nippon ou Nihon, qui est le nom que le Japon a acquis. Ça veut dire en fait le pays du soleil levant, le Land of the Rising Sun. Un an après, pour le jeu Chivalry and Sorcery, il aura la propre version du Japon médiéval. Mais le premier, c'est Bushido, chez un éditeur très confidentiel, qui était la maison d'édition d'un des deux auteurs, les auteurs étant Robert Charrette et Paul Hume, qui sont des game designers de renom, qui deviendront par la suite game designers de renom, Charrette étant un figuriniste pour Games Workshop notamment, et Paul Hume étant le co-designer du jeu de rôle Shadowrun. Mais les voilà, et oui, tout de même. Et donc, les voilà tous les deux à créer ce jeu, Bushido, sur le Japon médiéval. Et qui demande, ce que tu avais fait, Farid, ce dictionnaire, ce lexique, cette préparation, était nécessaire parce que le jeu ne propose pas vraiment de cadre historique. C'est pas un jeu historique. Justement. Il propose un cadre sociologique. Et alors, peut-être faut-il dire un mot du cadre dans lequel on joue. C'est un jeu, je le dis pour celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être auraient envie de découvrir ce monument du jeu de rôle, car c'en est un. Encore aujourd'hui, il a ses fans, il a ses aficionados. C'est un jeu qui a une réputation extraordinaire pour sa complexité, son réalisme et justement sa capacité d'immersion. C'est un jeu qui se passe dans ce qu'on appelle le Chambara. Le Chambara, c'est le film de KPDP, qui est un sous-genre du ce qu'on appelle le Jidaigeki, qui est donc le film de sabre. Chambara, d'ailleurs, c'est un mot qui est une onomatopée. C'est parce que les épées, elles font chan chan bara bara. Tu parles vachement bien japonais. Non, pas du tout. Mais en japonais, c'est comme ça qu'ils font des onomatopées, des bruits d'épées qui s'entrechoquent. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça chambara. Alors, si vous ne voyez pas ce que c'est, je vous donne quelques références. Vous avez Kakushi Toride no Sanakunin. Eh bien, celui-là, vous le connaissez tous. Bah oui, 1958, Kurosawa Akira, c'est la forteresse cachée, c'est le canevas de Star Wars 4, New Hope. Vous avez aussi Kozore Okami, c'est Lone Wolf and Cub, ou encore Baby Cart, célèbre seinen manga des années 70. Vous avez aussi Shishinin no Samurai, c'est les 7 samouraïs de Kurosawa. Vous avez bien sûr Rashomon, la porte de Rasho, film de 1950, extraordinaire film de Chambara de Kurosawa Akira encore, avec dans ces films on retrouve souvent le fabuleux et légendaire acteur Mifune Toshiro. Vous avez Kumo no Soju, le château de l'araignée, l'adaptation de Macbeth, et vous avez aussi Genroku
Sengoku Chushingura, c'est les 47 Ronin de Mizoguchi, une œuvre un petit peu propagandiste d'ailleurs, faite en pleine Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est ça l'ambiance de Bushido. C'est là-dedans que vous jouerez dans ce genre d'ambiance. Alors c'est l'ère Edo. C'est l'ère donc 1600, juste après la Sekigahara no Tatakai, la bataille de Sekigahara en octobre 1600, qui met fin à l'ère Sengoku, avec des personnages comme par exemple Oda Nobunaga ou encore Tokugawa Ieyasu, d'ailleurs on appelle ça aussi l'ère Tokugawa, et qui se conclut en 1868 au début de l'ère Meiji. Donc 1600-1858, le cadre est très précis. Pourquoi ce cadre? Parce que justement, il propose un intérêt, je dirais, narratif. C'est que c'est l'époque où les samouraïs commencent à... il y a une remise en question de la caste des samouraïs, une remise en question de leur mode de vie, qui va aboutir à une sorte de décadence ou de chute de l'ordre des samouraïs. Et donc on vit des aventures avec souvent des ronin, justement, c'est-à-dire des samouraïs déchus, des samouraïs qui ont perdu leur face, comme on dit, leur honneur. En quelque sorte, ils vont essayer de la retrouver. Donc voilà dans quelle ambiance on est. Film de KPDP, les Shambara. Mais alors, tu parles souvent de samouraïs, mais dans le jeu... on ne joue pas que des samouraïs. On peut jouer des bushi, donc les guerriers, les yakuza, les voleurs, les ninjas, bon on connaît les ninjas. Les budoka. Les Chungenja, les magiciens, je me souviens de ça. Absolument. Les gakusho, je me souviens pas. Par Ce sont des prêtres, soit des prêtres bouddhistes, soit des prêtres du Shinto. Voilà. D'ailleurs, disons-le tout de suite, la magie est présente dans Bushido, mais franchement, elle n'est pas particulièrement puissante. C'est une magie qui va être beaucoup plus faible, beaucoup moins substantielle que dans des jeux comme Chivalry and Sorcery ou évidemment Donjons et Dragons, etc. C'est-à-dire que l'aspect fantasy, il existe. Il y a même un bestiaire, il y a des monstres, on rencontre les fameux yokai, les démons traditionnels, les kami, les esprits, les bakemono, les fantômes, les spectres, tout ce, j'allais dire folklore. Attention, parce que il y a des personnes pour qui ça n'est pas du folklore, mais une vraie croyance. Hein, c'est pas simplement. Mais folklore n'est pas un terme péjoratif. Hein, mais donc tous ces éléments de folklore japonais sont intégrés dans le jeu avec des sorts donc de magie donc de type divin ou de type arcanique, on dirait en langage DD, mais c'est pas très fort. Et effectivement, ces classes de personnages. Alors il y a 6 niveaux, c'est quand même un système. Ah ouais, attends, au niveau du système, on a classe et niveau. Voilà, classe et niveau. Bon, ça rappelle DD. Hein. Les compétences. Oui. Et tout ça géré par un dé à 20 faces. Un dé à 20 faces, mais en fait, c'est souvent des pourcentages divisés par 5. Voilà, il y a tout un système comme ça. C'est bourré de modificateurs. Le système de combat est extrêmement simulationniste. Ce sont des rounds de 6 secondes et chaque seconde est jouée. Veut dire, c'est vraiment un système létal qui veut tout simplement reproduire la létalité. Vous avez tous vu dans que ce soit d'un point de vue historique ou même dans des démonstrations ou des films ou des mangas, le fameux art par exemple du Yaido, l'art du dégainé, quand l'épée est sortie du fourreau, elle est morte, dit-on. Eh bien, le système de combat veut simuler cela, c'est-à-dire des affrontements qui peuvent se régler en un coup d'épée, en une passe d'armes. Et alors, il n'y a pas que ça, parce que comme tu l'as dit, on ne joue pas que des... On peut jouer d'ailleurs des personnes à la moralité douteuse, et c'est ça qui est intéressant dans ce jeu. La période Edo est une période justement de fausse tranquillité. Et où il y avait beaucoup de questionnements moraux, éthiques, et c'est reproduit dans le jeu. Ça, c'est quand même intéressant. On joue des personnages un peu à la marge ou à la frontière de la moralité. Ben oui, on peut jouer des yakuza, on peut jouer donc des personnes qui sont un petit peu, qui ne sont pas sous la lumière de l'honneur, on va dire. Et d'ailleurs, l'honneur, bien avant Légende des 5 Anneaux, bien avant Legends of the Five Rings, l'honneur est une caractéristique dans le jeu. D'ailleurs, c'est ce qui, à l'époque, dans les critiques, avait été noté. On avait dit, voilà qui est original. On a un jeu dans lequel le comportement moral, l'honneur intervient. Et c'est le premier jeu à le faire. Le second à le faire sera Pendragon, dans un genre tout à fait différent, avec les vertus chrétiennes et les vertus chevaleresques. Mais un groupe constitué d'un Bushido, d'un Shugenja, d'un ninja, d'un yakuza, bon, à gérer, on va dire, quand on commence à se poser des questions justement de morale. Voilà, c'est-à-dire, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Et alors ce jeu est mythique par sa minutie, par son réalisme. Le système d'expérience est incroyable, ça se joue à des petites augmentations en fonction de l'utilisation des compétences. D'ailleurs, ça c'est très intéressant. Le jeu n'a pas eu un énorme suivi
Il y a eu, lorsqu'il a été publié chez Fantasy Game Unlimited au début des années 80, il n'a eu droit qu'à 2 petits modules, tout petits, Takeshidi Debt, la dette de Takeshido, ou Takeshidi, oui. Takeshido, je crois, bon, petit trou de mémoire, et la vallée des brumes, Valley of the Mists. Voilà, c'est tout. 2 petits modules, très courts, hein, ce sont des tout petits livrets de 10-15 pages. Après, il y avait eu un supplément sur les ombres du Nihon, du Nippon, qui avait été prévu, qui n'est jamais sorti. Et puis après, alors il y a eu, par contre, la gamme a été développée. Par exemple, aujourd'hui, on peut trouver en accès libre, en PDF, sur le site notamment Drive-Thru RPG, des scénarios récents, même une campagne, une suite de scénarios pour Bushido, qui ont été publiés. Mais c'est surtout du matériel, on va dire, de fans. C'est du matériel donc chez les amateurs, la presse amateur, voilà, qui a développé le jeu, mais qui garde aujourd'hui encore une réputation un peu de terreur pour le maître de jeu. Tu l'as vécu quand tu disais, parce qu'il faut vraiment préparer parce qu'on est plongé. C'est incroyable, il n'y a aucun background historique qui est donné. Rien du tout. Mais justement, c'est ça le paradoxe. On parlait par exemple dans les émissions précédentes de TQML, de RunQuest, on avait un fourmillement d'explications, de détails sur l'univers. Voilà. Donc quelque part, tu pourrais te dire, le MG, il n'a rien à faire, il a juste à lire. Exact. Bon, après, il faut tout le mettre en scène. C'est autre chose. Et là, avec Bushido, ce qui est intéressant, c'est que ça te force, si vraiment tu veux aller un peu à fond, ça te force à faire des recherches pour retrouver l'esprit de l'époque, pour imprégner les joueurs. Tout ce que j'ai dit rapidement au débur, ça n'est pas dit dans le jeu. Sur les films, le cadre historique, il n'y a quasiment rien. Et sur le jeu, on est assailli par plein de mots qui sont transcrits, bien sûr, hein, ils ne sont pas en idéogramme, mais ils sont transcrits. Et voilà, par exemple, à la création de personnages, on choisit ou on détermine aléatoirement sa classe sociale. Alors on peut faire partie, évidemment, de la classe des daimyo, on peut faire partie de la classe donc la classe sociale élevée, mais on peut être aussi un burakumin, qu'on appelle aussi les états, c'est les intouchables, qui d'ailleurs, dont le rôle plutôt, qui ont subi sous l'ère Edo, l'époque du jeu, des discriminations terribles dans des ghettos, une espèce voilà. Ça aussi c'est intéressant dans le jeu, parce qu'on peut jouer ce genre de personnage, hein, ça ajoute à cette ambiance. Mais tout ça, tu ne le sais vraiment que, alors il y a quelques indications, mais si tu veux en savoir plus, il faut vraiment ouvrir un livre d'histoire ou aller voir aujourd'hui sur des sites spécialisés pour savoir un peu, mais alors qu'est-ce que c'est cette époque, comment on y joue. Et il y a eu, et peut-être que cela c'est peu connu, mais il y a eu une nouvelle édition de Bushido, mais qui ne s'appelle pas Bushido. C'est le jeu de rôle remarquable, à mon sens du moins, qui s'appelle Sengoku, et qui, par son titre d'ailleurs, se place avant l'ère Edo. Comme je l'ai dit, c'est l'ère qui est avant... mais qui se voulait être le nouveau jeu de rôle Bushido. Absolument, absolument. Et Sengoku, lui, a une dimension justement historique et référentielle beaucoup plus prononcée. Et là, franchement, le maître de jeu est beaucoup plus à l'aise. Parce que tout de suite, ah oui, merci, on m'explique ce que ça veut dire, par exemple, ne serait-ce que le Do dans Bushido, la voix du Bushin. Alors c'est quoi le code d'honneur, voilà. On pouvait facilement se perdre les pédales, se mélanger à l'époque quand on avait juste ce petit livret, parce que la boîte contient, il y a eu le livret, puis une boîte, puis à nouveau un livret qui reprenait la fusion des 2 livres de la boîte. C'est pas épais du tout. Bon, c'est écrit en Police 8 façon Wargamer avec des alinéas, voilà, il n'y a pas d'illustration. On était jeunes à l'époque, ça. Voilà. Mais ça reste mince comme livre. Et donc un jeu passionnant, 2 passionnés et passionnants, qui a lancé la légende de ces 2 auteurs, Charette et Hume, et qui ont donc, Charette d'ailleurs qui était diplômé en géologie et biologie, passionné de paléontologie, donc c'était là encore des universitaires, hein. Encore une fois, hein, c'est né dans un cadre universitaire ce jeu, comme souvent on l'a vu dans les jeux dont nous parlons dans les années 70. Et donc le premier jeu de rôle de l'histoire du jeu de rôle sur le Japon médiéval, avec une dimension à la fois historique, mais je dirais qui n'est pas donnée, ou qui n'est pas vraiment mise en scène dans le livre de base. Voilà, vous avez compris, hein, c'est un jeu de rôle qui a marqué son époque. On vous dit au revoir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et on vous retrouve pour la 12e émission. Merci à tous. À bientôt. Ciao.